Ça, c'est une autre difficulté. Il n'y a aussi aucune obligation d'utiliser la base 10 pour faire les calculs. La seule raison pour qu'on utilise la base 10, parce qu'on a 10 doigts dans les mains, puis c'était comme ça pendant longtemps qu'on comptait. En avoir 12 doigts, on compterait en base 12. Comme les extraterrestres, c'est dans Terre, champ de bataille, le roman de Ron Hubbard, ils ont 13 doigts, fait que tout le monde travaille en base 13 dans la galaxie parce qu'ils dominent l'univers. Une des choses, quand ils sont éliminés, tout le monde est heureux, qu'ils veulent une base mathématique un petit peu plus commode que la base 13. Donc, ça, c'était un effet secondaire là, de l'effondrement de cette civilisation-là. Remarquez que sur Terre, on a utilisé la base 12 et les Babyloniens utilisaient la base 60 parce que c'était plus facile de faire calculer les fractions en base 60. C'est pour ça qu'on a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. C'est à cause des Babyloniens, il y a 2300 ans à peu près. Il y a quelqu'un quelque part qui avait publié des tables de trigonométrie, puis on ne les a jamais traduites. Donc, on est resté avec ce standard-là. Un des premiers essais de communication a été fait en 1972. C'est une plaque métallique qui a été installée sur les sondes Pioneer, les premiers objets à avoir quitté le système solaire. Donc, vous voyez quelques éléments sur ces plaques. Je vais essayer d'activer le laser. Je l'avais. Oups, on va le ramener. Bon, ici, vous avez un homme et une femme. Ici, vous avez un schéma, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et la sonde qui passe à côté de la planète Jupiter et qui part dans l'espace. Et vous avez ici une espèce d'araignée. Et en haut, vous avez deux boules au sommet. Vous avez un schéma de la sonde ici en plus grand. Et vous avez deux boules ici en haut. Ces deux boules-là représentent un atome d'hydrogène et le proton au centre électron qui fait une transition qu'on appelle la transition hyperfine. C'est la transition qui émet une onde radio à 21 cm qui est utilisée par les astronomes. Donc, ici, ce que vous avez, l'espèce d'araignée ici, c'est des fréquences de pulsars, qui sont des étoiles mortes, qui tournent sur elles-mêmes, et c'est comme des horloges, mais ils ralentissent un petit peu avec le temps. Donc, chaque fréquence est typique d'un pulsar, et une combinaison de l'ensemble des pulsars comme ça vous donne où dans l'espace ça se trouve, et en quelle année ça a été lancé. Donc, c'est le timbre-poste, c'est le saut de la date. Et vous avez ici, c'est la sonde Pioneer, ça donne les dimensions des humains par rapport à la sonde. Donc, ça donne une échelle. Évidemment, les extraterrestres ont la sonde à ce moment-là, donc c'est plus facile pour eux autres de comparer. Donc, en théorie, c'est l'ensemble des éléments. Évidemment, la sonde là, donne plus d'informations que le message, mais c'était le premier essai là, à l'époque. Version plus sophistiquée, en 1977, sur les sondes Voyager, un petit peu plus de budget, un petit peu plus de temps pour développer quelque chose. Au lieu de mettre juste une plaque avec un dessin, on fabrique un disque, un micro-sillon. Donc, vous avez vraiment, vous voyez ici, c'est une forme, c'est carrément un disque. Vous pouvez le jouer sur une table tournante appropriée. Avec le disque, on fournit l'aiguille pour le lire. Et sur la pochette du disque, vous avez les instructions pour le lire. Donc, on voit ici la même étoile là, qui indique la position du système solaire par rapport au pulsar, avec les fréquences légèrement différentes, parce que ça a été lancé 5 ans après, donc les chiffres changent là, à la fin. Encore l'atome d'hydrogène. Et ici, vous avez la recette de cuisine qu'il faut savoir pour lire le disque. Donc, sur le disque, on met toutes sortes d'informations, des informations justement sur la Terre, les habitants, avec des enregistrements de bruits d'animaux, entre autres les baleines, bruit du vent, tonnerre, marteau-piqueur. Et ainsi, ensuite, des enregistrements du mot bonjour en 55 langues. Originalement, les concepteurs avaient prévu d'aller aux Nations Unies pour avoir demander aux ambassadeurs de faire chacun la petite chose, mais il n'y avait pas un qui disait bonjour, il passait tout un temps fou à parler, faire un grand discours, qui n'était pas capable d'utiliser ça. Finalement, ils sont allés à l'université, ramasser des étudiants étrangers qui étaient disponibles, puis ils ont enregistré les déclarations. Il y a aussi une déclaration de Richard Nixon, qui était président des États-Unis à l'époque, et de Kurt Waldheim, qui était secrétaire général des Nations Unies au même moment. Donc, ainsi que des textes littéraires et de la musique de différentes époques. Donc, c'est ça qu'on a mis. C'est un petit échantillon de l'humanité qui a été mis sur un disque. Ça devrait... évidemment, le problème, c'est que les sondes en question ne visent pas une étoile, donc ça va être lancé. C'est un peu plus comme lancer une bouteille à travers la fenêtre d'une auto sur l'autoroute. Ça va atterrir quelque part, mais pas vraiment, on ne sait pas vraiment où. Et bon, la durée de vie de ces disques-là, ces plaques-là, est estimée à l'ordre d'1 milliard d'années avant que l'érosion par les micrométéorites vienne à bout de détruire la surface.
Un autre essai dans ces années-là, 1974, un message radio a été envoyé à partir de l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico. Arecibo, c'est le plus grand radiotélescope de la planète et c'est aussi le radar le plus puissant dont on dispose. Le radar est normalement utilisé pour étudier les astéroïdes qui passent près de la Terre. Le message a été envoyé en direction d'un amas d'étoiles, M13, qui est une boule c'est un amas globulaire, c'est une boule d'étoiles, plusieurs centaines de milliers d'étoiles, qui se trouve malheureusement à 25 000 années-lumière de la Terre. Donc, on n'aura pas de réponse avant 50 000 ans, si jamais il y a quelque chose. Et en fait, la raison pour laquelle ça avait été choisi, c'est qu'il passait au-dessus de l'observatoire au moment où on faisait la cérémonie d'inauguration. Donc, on avait choisi ce moment-là pour viser cet objet-là. Mais aussi, M13 est un amas globulaire avec peu de métaux, donc très peu de probabilité d'avoir des planètes dans cet amas-là. Donc, c'était un coup dans le vide essentiellement. Et il y avait seulement 1679 bits qu'on avait envoyés. Donc, vous voyez, je les ai toutes mis ici. Et en théorie, on peut redécoder ça en une image. Donc, si vous avez les chiffres, je vous le dis de mémoire, les chiffres de 1 à 10, un petit tableau périodique des éléments avec hydrogène, oxygène, carbone, et une couple d'autres, je ne me souviens plus par cœur, qui décrivent ici un brin d'ADN. Ici, vous avez un dessin schématique d'un brin d'ADN avec le nombre de molécules d'ADN, un humain, la longueur d'un humain en unité des ondes radio, et ici le nombre d'humains sur Terre, un petit schéma du système solaire avec la Terre. Évidemment, les planètes ne sont pas tellement rondes, la résolution est vraiment pourrie. Fait que ça, c'est le radiotélescope d'Arecibo avec sa longueur en longueur d'onde du signal qui avait été mis à l'époque. À l'époque, si je me souviens bien, il avait dit qu'il y avait une personne qui était venue à bout de le décoder. En moyenne, c'était pas un très gros succès. Mais en fait, on savait aussi qu'il y avait un autre problème, c'est que le message en question, Sagan avait fait des expériences dès 1962. S'il y avait un bit qu'on perdait, il donnait indécodable. Chacun des bits est absolument essentiel à la compréhension du message, sauf quelques exceptions dans les dessins ici et là. Tous les autres, si vous manquez un bit, vous faites une erreur de transmission, c'est fini, vous ne comprenez plus rien. Donc, ça, c'était un problème. Le format n'était pas robuste. Le message était trop sensible au bruit, puis ce n'est pas évident à décoder. C'est très difficile à décoder. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour passer à travers. Donc, première chose, comment on peut combattre le bruit? Donc, une des façons d'utiliser, parce que moi, j'ai participé à la conception de 2 messages, un en 1999 et en 2003. On est revenu au bon vieux modèle de Niemann et Niemann avec un petit peu plus de réflexion. On a utilisé un cadre. On a envoyé des pages, mais on a utilisé un cadre autour de la page. Ça marche exactement comme un fax. On envoie des points, puis on met un cadre autour de chacune des pages. Ça vous permet de réaligner. Donc, oui, si je n'ai pas le bon nombre de points par page, ça s'enroule comme ça. Les gens à TV analogique n'est pas encore disparu, fait que les gens qui ont une expérience avec ça savent très bien que si on perd la synchronisation au bout de l'image, ça se met à rouler comme ça. Dans les images de télévision, on ne les voit pas, sont de chaque côté en dehors de l'écran. Il y a un petit signal, un cadre électronique qui sert à dire à la TV, OK, là, on change de ligne. Puis, rendu au bout de l'image, là, on change d'image, on revient au début. Les premiers, quand il y avait le câble au début, ce qu'il faisait, il éliminait ces deux choses-là, puis ça brouillait l'image. C'était un truc assez élémentaire. Donc, si vous le mettez, vous donnez une grosse chance pour que ça marche. Donc, on peut faire des cadres. Et on envoie le message 3 fois. Comme ça, s'il y a un peu de bruit, ça aide à corriger. Chose aussi, choisir. Donc, le truc qu'on avait choisi, chaque caractère est au moins différent de 7 bits des autres. Le plus différent possible. Prenez pas 2 lettres qui se ressemblent. Un 1 puis un L à dactylo, ce n'est pas évident à distinguer quand la photocopie n'est pas très bonne. Il y a des lettres comme C puis E, là, même chose quand on a une photocopieuse ou un fax qui n'est pas bien sorti. On le sait, nous, parce qu'on connaît le contexte, mais si vous n'aviez pas le contexte, vous ne seriez pas capable de savoir c'est quoi. Donc, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter. L'autre chose, on essaie d'éviter d'avoir des lettres comme B, D, PQ ou 96. C'est la même lettre, mais dans d'autres différentes orientations. Les accolades, les crochets, c'est le même symbole, mais il y a un sens différent dépendant de son orientation. On essaie d'éviter ces choses-là autant que possible. C'est des petits trucs pour donner des chances. Je vais donner un exemple, les personnages dans les hiéroglyphes.